commencer ma play livre, Samuel Etienne, on remonte dans le temps, si vous le voulez bien, en février 2010. Cette année-là, un ami à vous qui habite à Santiago, au Chili, vous invite à passer des vacances. Vous dînez dehors, quand soudain, le sol gronde. La terre a commencé à trembler, la table. Tout d'abord, j'ai cru une blague de mes amis, et puis très vite, j'ai compris que ça n'était pas une blague. Les murs de la maison où nous étions commençaient à littéralement trembler autour de nous, les objets tombaient, l'électricité a été coupée comme dans toute la ville. Nous sommes sortis très vite de la maison où nous étions, nous sommes réfugiés dans une cour, et là, j'ai passé la minute 30 la plus longue de ma vie. Alors à ce moment-là, vous assurez votre direct, parce que vous êtes un des seuls journalistes sur place, mais cette secousse, elle vous hante et elle va continuer de vous habiter longtemps après encore qu'elle ait eu lieu. Et notamment, c'est grâce à elle que vous réalisez que vous êtes fou amoureux d'Hélène, qui est aujourd'hui votre femme et la mère de vos enfants. Cette histoire-là, elle m'a rappelé un livre que j'adore, de Haruki Murakami. C'est un recueil de nouvelles, ça s'appelle « Après le tremblement de terre ». Ça se passe un mois après le tremblement de terre de Kobe, au Japon, en 1995. Et ça parle surtout des secousses qui, après cet événement, secouent encore le cœur des Japonais. Tous ces séismes intérieurs qui réveillent les consciences et les envies jusque-là enfouies sous le quotidien. Donc c'est à travers 6 nouvelles, 6 histoires extrêmement courtes et avec la poésie de Murakami sublime, il va raconter toutes les failles qui sommeillent en nous et ce vide qui va nous tenir encore à distance du monde, même longtemps après le chaos, comme par exemple celui que vous avez vécu. Alors je ne vais pas détailler chaque nouvelle, juste dire qu'après cette catastrophe, qui a fait plus de 6000 victimes au Japon à l'époque, les Japonais ont été traumatisés et c'est ces histoires intimes, en fait, ces drames personnels que raconte ce texte, l'onde de choc qui est restée longtemps dans les esprits. Il nous dit tout de même, les tremblements de terre, c'est étrange, nous sommes convaincus que le sol sous nos pieds est dur et stable et pourtant un beau jour, la terre, les rochers, tout ce qui devrait être stable se tordent dans tous les sens comme du liquide. Donc ça, c'est pour la prose de Murakami qui est sublime. Vous, Samuel, vous vous souvenez de ce qui a été le plus urgent de reconstruire après ce choc-là ? Mais c'est ce que décrit l'écrivain, c'est-à-dire que ça secoue la terre autour de vous, la terre qui s'ouvre, et subitement vous vous sentez humain, c'est-à-dire infiniment fragile. Et puis comme le souffle de la mort passe tout près, puisque ce tremblement de terre au Chili a fait beaucoup de victimes, eh bien, on revient à l'essentiel. Et là, tout s'éclaircit. Et c'était une époque où il y avait plein de choses qui n'étaient pas très claires dans ma tête. Et le lendemain de ce séisme, qui me secoue et me fait penser à l'essentiel, qui est donc la vie, je me dis, bon, on peut tous disparaître du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain ? Et je me dis, il faut que j'épouse Hélène. Et la femme de ma vie, mais à l'époque, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais ce séisme m'a aussi secoué les idées, m'a éclairci un peu la tête. Et je me suis réveillé le matin en me disant, mais en fait, je suis amoureux de cette jeune femme. Je suis rentré à Paris, enfin, quand il y a eu des vols, puisque l'aéroport était détruit. Et je suis rentré à Paris, et cette jeune femme avec qui je n'étais pas, avec qui je ne vivais pas une histoire d'amour, mais que je connaissais depuis un an, qui était une amie, je lui ai demandé en mariage en arrivant à Paris. Et là, vous arrivez, Hélène, il y a eu un tremblement de terre, une petite chanson de Taïk, de la Frolov, et c'est parti, on est heureux. Pauline, deuxième livre. Samuel, j'ai entendu dire que secrètement, malgré toutes ces activités, vous rêviez quand même d'une retraite paisible, où vous pourriez lire, pêcher, bref, prendre votre temps. Et clairement, vous n'y êtes pas, j'aime autant vous le dire tout de suite, parce que l'oisiveté, ça s'apprend. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous conseiller un manuel. Ça s'appelle « L'art d'être oisif dans un monde de dingue » de Tom Hodgkinson. Tom Hodgkinson, c'est le maestro de la paresse. Il en a même fait son métier. Il a fondé, pour en promouvoir les bienfaits, un magazine, ça s'appelle The Idler, le oisif, ça marche très bien, et une académie à Londres, où l'on apprend la philosophie, le ukulélé, l'astronomie, mais aussi l'art de cuire son pain. Avec ça, normalement, vous êtes paré. De quoi mettre toutes les chances de votre côté. Ce livre, c'est le parfait manuel du oisif, donc 24 chapitres, comme 24 heures pour réapprendre en fait à se construire une contre-hygiène de vie. Quelques règles de conduite de base, si vous permettez. Converser le plus longtemps possible, fumer, pêcher ou méditer, compte parmi les activités régulières du oisif, au même titre que l'art de rester au lit. Et comme le soulignait Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, je le rappelle, Dieu lui-même, après avoir travaillé 6 jours, s'est reposé pour l'éternité. Ça fait une référence assez costaud. Il rappelle encore qu'au milieu du 19e siècle, il était de meilleur ton de se balader en fait avec une tortue qu'avec un chien dans les quartiers élégants, ce qui en dit beaucoup sur l'éloge de la lenteur. Il réhabilite la pratique de la sieste et surtout du déjeuner, qui, selon lui, n'est pas assez respecté et doit durer le plus longtemps possible. Enfin, le bon oisif doit avoir malgré tout des qualités d'entrepreneur. Ça, c'est très important pour pouvoir déléguer. Et il prend, pour exemple, Tom Sawyer, qui fait travailler les autres et lui va paisiblement se prélasser devant des courses équestres les mardis après-midi.
Donc avec ce manuel, normalement, cher Samuel Etienne, vous êtes prêt pour libérer du temps. J'ai envie de dire que vous vouliez des journées qui durent 48 heures. Pour pouvoir faire les trucs. Ouais. C'est ça. Ce serait quoi la première chose que vous voudriez faire quand vous aurez du temps? Et surtout, quand est-ce que vous avez prévu de prendre le temps? En fait, c'est paradoxal, mais je suis passionné de mon métier, mais depuis le premier jour d'activité, je rêve de la retraite. C'est très, très étrange. Je projette une espèce d'âge doré de la retraite